Wilfried Adou, Virgile Aroncet. Madame, Monsieur, heureux de vous retrouver au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM. Nous sommes à la 150e édition de ce programme et vous avez parfaitement raison de nous choisir. Virgile Aroncet, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous et bienvenue à vous. Alors Virgile, à l'instar du dimanche dernier, nous avons convié une paire d'analystes pour ausculter, expliquer, analyser et commenter l'actualité à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions, comme c'est de tradition dans cette émission. Ousmane Alidi est écrivain, poète et dramaturge béninois, metteur en scène et promoteur culturel, soutien politique des premières heures de Patrice Talon. Il a fait l'actualité cette semaine en jetant un énorme pavé dans la mare de la classe politique béninoise. Joël Ataï-Gedegbe, lui, expert en gouvernance et activiste de la société civile, analyse politique à 16h. Messieurs, bienvenue, bonjour. Bonjour à vous, ainsi qu'aux auditeurs. Merci de votre disponibilité, jamais prise à défaut par ici. Comme à l'accoutumée, 3 sujets auront la faveur de vos commentaires. La classe politique face aux actes de gouvernance sous la rupture, les tribulations de l'équipe au pouvoir, les suites de la Ségub-Gate et les affaires de la semaine. Alors, Virgile Aroncet, ce n'est pas souvent que nous rendons hommage à quelqu'un dans cette émission, mais il paraît que c'est l'exception qui confirme la règle. Ce fut un personnage éclectique, un homme simple et vrai. Il était l'un des habitués de ce studio, l'une des voix les plus fortes qui tonnaient sur nos médias. Il s'est réfugié dans l'éternel silence après avoir observé une dernière halte sur nos antennes, justement, le 29 octobre dernier. Au vibrant hommage que vous aviez rendu à Dessoudi Abeo hier à la Maison internationale de la culture, vous me permettrez d'ajouter une fine couche. Soleil FM, nos archives. Prince Dessoudi Abeo. Le problème de Lionel Zinsou me gêne profondément. L'homme n'est pas en cause, pour aucun prix. On est béninois de nom, comme on est aussi béninois de culture. Personne ne conteste ça. C'est la manière à la jamboree des scouts. Jamboree. C'est cette manière à la jamboree qui choque le patrimoine béninois. N'oubliez pas qu'au temps colonial, des gouverneurs sont venus ici, ils n'ont pas fait 48 heures. Ce pays-là était difficile à gouverner, pas à gérer, à gouverner. Parce que l'ordre venait de la métropole. Il n'y avait pas les droits de l'homme. On nous bastonnait, point final. Ce qui fait mal, c'est la méconnaissance totale de l'histoire de notre pays. Quand même, les rois ont régné. Quand on a le sens de l'amour propre, de la dignité, on ne doit pas l'oublier. Et nous avions une forme de gouvernement. Il faut quand même se structurer autour de quelque chose. C'est quelque chose qui doit nous servir de symbole. La prise de la Bastille en France, c'est notre symbole. Notre symbole, c'est quoi? Donc, vient seulement, on parle comme si nous sommes des crétins, comme si nous sommes des abrutis. Zissou n'est pas en cause. C'est la manière dont Zissou a été présenté au peuple. Est-ce que Zissou est vraiment le candidat de Boni Yahi? J'en doute. Il y a des consultations qu'il fallait faire. Il y a des adhésions qu'il fallait chercher. Le Bénin n'a pas 10 millions d'abrutis. Bandeux de bon sang. Il y a quand même des limites à la plaisanterie. Donc c'est cette manière, si les gens refusent de voir que cette manière crée des problèmes, c'est qu'ils soumettent leurs compatriotes, dont ils souhaitent leur vote, à un procès en sorcellerie. Je l'ai vu quelques fois en France, d'accord? Les relations de cause à effet qui ont amené Zinsou à être candidat, ceux qui connaissent le parcours connaissent cela, mais néanmoins, ils se sont moqués de Zinsou, Lionel. Quand l'affaire est sûre, on procède à des négociations. On voit les chefs traditionnels, on voit des gens. On procède à des négociations. La France, au temps colonial, n'a pas pu s'imposer au Dahomey, devenu Bénin. C'est pas Yahi Boni qui va s'imposer. Ça, c'est vrai, je vous le dis sincèrement. Nous savons que la force des gens, c'est l'armée. C'est trop facile de tirer sur un peuple sans défense. On peut pas nous influencer avec ça. Soleil FM, nos archives. Prince Dessoudi Abeo. Mais écoutez, arrêtons aussi la plaisanterie là. Voilà des gens qui étaient bien quand il fallait sortir l'argent de leur poche pour nous fabriquer des hommes politiques. Certains ont renoncé d'être candidats tout simplement parce que les hommes politiques ne sont pas là. Avant d'être politiques maintenant, ils étaient des hommes d'affaires. Mais le candidat Lionel Zinsou est quelque chose dans Dallon.
Mais on n'en fait pas cas. Si par exemple, vous prenez, n'est-ce pas, de Madame Gléré Ibatou, c'est quand même une femme milliardaire aussi. Si elle s'était donné, n'est-ce pas, une ambition politique comme les Anou, comme les Gbedo, et qu'au pire, elle dit, bon, puisque me dit, tu veux parler, moi, je peux porter les couleurs de candidat, on va dire quoi? C'est une femme d'affaires. Elle pèse aussi des milliards. Donc, on ne peut pas leur reprocher. S'ils étaient, n'est-ce pas, des avocats. Donc, la politique est réservée aux enseignants, aux avocats. Peut-être même pas aux magistrats. Non. Un huissier de justice, un notaire, un avocat, c'est aussi un homme d'affaires. Ne localisons pas le titre d'homme d'affaires sur Agavon et Patrick Talon. Et en plus de ça, si l'opposition, peut-être ça je peux rejoindre un peu, je dis bien un peu, n'est-ce pas, Mbegui, si l'opposition avait su dégager, n'est-ce pas, un candidat, est-ce qu'il leur reviendrait, n'est-ce pas, de chercher un candidat? Mais je ne veux pas quand même commencer par vous donner mon argent, et vous allez vous chiffonner là-dessus, parce que c'est pas l'envie qui a manqué à ces deux-là, y compris Dossou Samuel, pour que l'opposition cherche un candidat. Mais chacun a commencé, n'est-ce pas, par se trouver un bonus. Chacun dit, je suis le meilleur. Qu'à cela ne tienne, nous aussi, nous sommes béninois. On y va. On ne peut pas leur reprocher ça. À Madagascar, celui qui nourrissait, n'est-ce pas, Toutouli n'a pas été candidat, même s'il a été renversé par son ami le maire. Berlusconi. Je crois que Agavon et Patrick Talon ne sont pas encore arrivés à cette histoire de Berlusconi. Mais simplement, ce sont des citoyens. Ils ont dépensé des milliards pour faire mousser des gens qui regardent, n'est-ce pas, nous qui sommes des émigrants là de loin, qu'on les laisse aller échouer. Yaïbo, il n'a pas été une réussite, non. Ou alors on a peur. Si on a peur, c'est que, n'est-ce pas, on a mis les élections sur l'argent. On a peur. Vous avez la concurrence là maintenant. Mais, opérateur économique, non, soyons sérieux. Cessez dans ce pays de voir des gens avec des préjugés. Je vous en prie, cessez de voir des gens avec vos fantasmes. Agavon, Sébastien, Patrick Talon sont d'abord des citoyens béninois. Vous pensez que quand les deux n'y étaient pas, les capacités financières étaient à égalité avec les autres? C'est pas d'aujourd'hui. On n'a pas vu un ancien président français, ce qu'on attend aussi de la Libye maintenant. L'argent, bon, encore eux autres, ils fabriquent leur monnaie, nous, on nous donne. Non, laissons ça de côté. Je refuse qu'on trouve que Agavon et Patrick Talon étaient des gens bien quand ils donnaient leur argent. Et que maintenant, on les trouve, n'est-ce pas, comme des diables, parce qu'ils disent, bon, écoutez, nous aussi, on va voir ce qui se passe. C'était Soleil FM, nos archives. Le prince d'Essouji Abeo, une voix qu'on n'entendra plus. Joël Ataïgedegbe, vous avez posté un commentaire à l'annonce de son décès. Je vous cite, que ce soit par la plume ou le verbe, ce valeureux prince symbolisait à bien des égards la noblesse du combat politique. Fin de citation. Ousmane Alidji, vous semblez vouloir compléter quelque chose à cet hommage posthume. Oui, c'était un personnage bruyant, déterminé à chaque fois. Voilà, c'est le type de citoyen qui laisse des traces. La preuve, on en parle. Il n'a pas occupé des postes politiques, mais il a pesé sur, me semble-t-il, la vie politique de son pays. Donc c'est un personnage qui mérite notre respect. Paix à son âme. Joël Ataïgedegbe, oui. Il faudrait presque le ressusciter et regretter malheureusement qu'il n'ait pas commis un livre pour la postérité. Le grand rendez-vous. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à l'actualité de la semaine. Si on s'en tient à la manchette de l'un des quotidiens les plus lus à Cotonou, les leaders politiques à l'heure de la rupture se taisent. 7 mois après l'avènement de Patrice Talon aux affaires, la classe politique, selon ce quotidien, je cite, végète dans une inexplicable torpeur. Les partis politiques et leurs leaders ont comme par enchantement perdu l'habitude de se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale. Fin de citation. Alors, Joël Ataïgedegbe, vous avez effectué le même constat que ce journal? Si oui, comment l'expliquez-vous? Oui, quand même. Bon, il y a quand même des gens qui ont opiné. Il y a des partis politiques. J'imagine le PLP de Léon Songbadji. Je ne sais pas s'il est normalement constitué. J'en dirais presque autant. Enfin, les confrères qui ont rédigé ce commentaire ou cette analyse estiment que c'est le désert. Non, quand même pas. Si on s'en tient au moins à ceux qui font profession de s'opposer au pouvoir politique. Au moins, Léon Songbadji et Rodriguez Martin, on l'a ouais, lui, il a disparu, on l'a pas vu. Bon, mystère, boule de neige. Là aussi, c'est le désert, puisqu'il a fait une déclaration de constitution d'opposition, c'est comme ça on dit. Après, il a disparu. On découvre. Ceci étant, la classe politique traditionnelle est étrangement muette et abonnée et aux absents sur le commentaire de l'actualité. Effectivement, on peut se demander, mais on peut
déjà opiné sur ce silence qui paraît un silence attentiste, calculateur et qui n'est pas de bon augure. Oui, inquiétant parce que finalement, si une classe politique est là pour simplement être du côté du pouvoir et sans chercher à voir le fond des choses, sans chercher non plus à avancer ses propres thèses et opinions, alors elle ne sert quasiment à rien. Cela vous surprend peut-être? Pas trop, malheureusement. Ah oui, parce que déjà pendant la dernière campagne, on a entendu quand même des gens qui ont dit nous voulons être dans le pouvoir. C'est une profession de foi, c'est un engagement, une certaine détermination pour quoi qu'il arrive, nous y serons. Mais enfin, ça ne devrait pas étonner grand monde. C'est presque alimentaire, tout sauf la conviction, non, Ousmane Laligui? Oui, absolument. C'est même affligeant. Excusez-moi, c'est affligeant ce qui se passe. Si on n'avait pas, on va dire, des apparitions comme celle de M. Ongbadji et d'autres, on serait... Est-ce que même Ongbadji et son PLP, il faut les citer dans ce cas-là, puisqu'ils se sont constitués comme une réponse au système talent. Donc, ils sont nés pour parler et parler contre talent et faire ce qu'ils font. Absolument, je suis d'accord avec vous. Le personnage Ongbadji, il faut même pas beaucoup l'évoquer parce que on ne le voyait pas dans l'arène politique avant l'avènement du système actuel. Donc, il est en réaction souvent aux actes posés. Ce rôle-là est dévolu normalement, naturellement à une classe politique traditionnelle avec laquelle nous sommes d'une certaine façon habitués depuis 25-26 ans. Mais ils sont tous muets, tout à coup. Comme si on les avait bâillonnés, je sais avec quoi. Mais ils sont tous muets. S'ils ne sont pas dans les acclamations ou dans les rigolades sympathiques, voilà, c'est nous y sommes, on peut y aller. Tout le monde est dans le même panier. Ce que vous dites me surprend quand même, parce que en 2006, nous étions quand même dans la même logique, la même démarche collective, le même silence, le même boulevard ouvert et laissé au président de la République. Non. Alors c'est un recommencement de l'histoire. Pourquoi est-ce que cela vous surprend autant, messieurs? Non. 2006, il y avait monsieur Ongbadji qui, d'une certaine façon, tirait avec lui, on va dire, tous ses sympathisants et soutiens. Non, pas aussitôt au début du mandat, quand même, non? Si. Dès le début, on a constaté ou on savait que... Il y avait eu son silence. Il a eu le temps d'observer que le ventilateur tournait. Voilà, oui, mais c'est après qu'il est venu nous parler du ventilateur. Non, mais 100 jours. Là, on est 7 mois. C'était... traditionnellement, pour reprendre l'expression de mon aîné, on laisse 100 jours au pouvoir installé pour voir quelle direction ils vont prendre, avec quelle méthode ils vont gouverner, comment ça va se passer. Ça, c'est la correction, c'est dévolu on va dire même au fonctionnement politique des pays les plus avancés démocratiquement. Même ici, là, on est à 7 mois, 8 mois maintenant de gouvernance. Et on dirait pas que tout se passe comme dans une église, quoi. Il y a des choses à reprocher au système, il y a des sujets de débat, mais là-dessus, tout le monde se tait. C'est là ce qui est affligeant. On se demande, mais finalement, si on n'avait pas au moins les syndicalistes, aujourd'hui, on en dit énormément de mal. Je trouve que c'est triste pour notre pays que des gens qui opinent, qui ont défendu, on va dire, des points de vue, des libertés, qui ont pris des risques, qui se sont mis en danger. Aujourd'hui, quand ils s'expriment, on les indexe comme des petits diables. Parce que, justement, la classe politique a vidé les lieux. Ils ont renoncé à leur rôle, ils se sont résignés, ils se sont rangés. Cela est très, très dommage. Oui, Vigile. Oui, Joël Ataïgadagoué, quelle est la science qui s'occupe de pareil cas? La psychanalyse politique, la psychologie... Sociologie politique, psychanalyse. C'est tout de même un cas. L'analyse du comportement. Enfin, les universitaires nous écoutent, peut-être qu'ils pourront nous éclairer en appelant dans cette émission. Parce que... Vous risquez cette allure de me psychanalyser, moi. Non. Il n'empêche quand même que, au moins du point de vue de l'histoire contemporaine de notre pays, et si je ne prends que les années d'indépendance, enfin tout ce qui a été démocratique pendant ce temps, et il y a une peur bleue de se retrouver dans l'opposition dans notre pays parce que c'est presque pathologique. Oui, malheureusement. Et on n'en est pas guéri. On n'en a pas tiré toutes les leçons.
Et on oublie, on cite souvent le PRPB comme le seul parti unique de ce pays. Mais 1 an après l'indépendance, on s'est retrouvé de fait aussi dans un système de parti unique, parce que dominant s'étant retrouvé là par le jeu du mode de scrutin et autres. Et les représailles ont été terribles vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas du bon wagon. Et depuis, chacun a comme intériorisé la leçon et on se le transmet. On a eu les alliances de 2 contre 1 et quelqu'un dans ce pays a même théorisé ou a proclamé jamais dans l'opposition. Heureusement, son parti n'a pas prospéré. Et c'était en 96-98. Donc, il y a comme, au niveau de notre classe politique, réellement de la frilosité à assumer sa mission. On va revenir de façon plus précise sur la question, mais pourquoi les leaders politiques... Mais cependant, vous permettrez qu'on rende justice tout en s'étonnant de ce que un fantomatique comité des anciens ministres du président Yahya Boni ait commencé à opiner. Mais pourquoi se cacher? Pourquoi le faire sous anonymat? On entend même dire tel ancien ministre qui a requis l'anonymat a eu à se prononcer sur le budget, sur le plan d'action du gouvernement. Mais pourquoi nous sommes sur le terrain politique et se comporter comme ça de la part d'anciens ministres, est-ce que ça ne ressemble pas plus à de la subversion qu'à une question d'opinion sur une question de gouvernance? Un manque de responsabilité. Parce que un manque de responsabilité des ministres qui requièrent l'anonymat pour opiner sur la gouvernance de leur pays. Enfin, je trouve que quand même c'est particulier. Alors, Ousmane Aledi, pourquoi les leaders politiques se taisent-ils sur cette question qui préoccupe certains médias et certains citoyens? Vous avez donné votre opinion cette semaine dans une longue interview qui résume votre insatisfaction, vos inquiétudes, vos frustrations et même vos amertumes. Alors, quelles sont-elles, Ousmane Aledi? Je crois malheureusement pour notre pays que nous sommes dans, me semble-t-il, la phase triviale de faire la politique. C'est-à-dire? C'est aller prendre, aller puiser. On va en politique pour aller prendre, pour aller puiser. La phase, me semble-t-il, idéale ou convenable de faire de la politique, c'est servir, aller en mission pour le peuple, pour le plus grand nombre. Et quand on va pour prendre, quand on va pour profiter, quand on va pour jouir, entre guillemets, on rentre dans des compromissions, on attend son tour, tout le monde se la ferme, le temps d'aller prendre pour soi et de se ranger. Voilà, je crois que c'est triste, mais c'est le constat amer. Et vous avez évoqué tantôt le cas de ceux qui disent jamais dans l'opposition. Normalement, c'est dit que on ne décide pas d'être dans l'opposition, c'est votre idéal qui vous range dans l'opposition, qui vous range. Mais là, on n'en a pas du tout. Selon que nous ayons des intérêts avec les gens, nous courons après eux. On peut courir après les gens pendant 3 ans. Pendant ce temps-là, le peuple, personne ne s'en préoccupe. Et c'est de ça que nous vivons. Oui, on ne sera pas dans l'opposition, ça peut être perçu également comme un programme de société. Vous avez beaucoup d'humour. Non, mais ce qui se passe est dramatique à la fois, me semble-t-il, pour le pays dans son ensemble, la classe politique elle-même, parce qu'elle la condamne à terme à ne plus être crédible du tout. On va avoir des élections dans ce pays, vous verrez personne sortir. Des taux de participation de 10-20%. Nous n'allons pas nous en étonner. Parce que les élections vont devenir l'affaire ou les affaires des politiciens. Des politiciens, et tout le monde sait que les politiciens, pardonnez-moi l'expression, ils vont pour prendre et après ils nous ont oubliés. Il y en a même qui viennent devant nous pour dire les promesses électorales, c'est du charabia. Promesses électorales, c'est du charabia parce que les promesses sont faites par des gens. On ne dit pas promesses électorales. Promesses en période électorale, c'est la bonne formulation. Mais promesses électorales, ils viennent dire n'engage que ceux qui y croient. Mais qui sont ceux qui ont fait ces promesses-là? C'est des promesses bâtardes, évidemment. Ils deviennent tout à coup... Évidemment, ces promesses n'ont pas de propriété, Ousmane Aledi. Mais non, c'est extrêmement grave. C'est grave que nos personnalités, quand même, certains sont nos pères, viennent devant nous tenir des propos et reviennent 2 mois, 3 mois après pour dire mais vous êtes fait avoir, ça n'engage que vous. Mais c'est vous qui nous avez parlé. Est-ce que le peuple a tort de croire en ses responsables, en sa classe politique, en des gens qui visiblement
méritait du respect. Oui, mais en même temps, quand on observe un peu comment ça se passe dans les deux autres démocraties, en période électorale, les acteurs politiques font des promesses parfois bruyantes. On a vu Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, qui est en train de rengainer déjà là. Non, Donald Trump, lui, c'est un phénomène à part. Et ça ne me surprend pas venant des États-Unis. Allons en France, par exemple. On dira ce qu'on voudra de Hollande, mais tout le monde voit que ce monsieur est dans l'effort quotidien pour honorer ses engagements, pour répondre. Même s'il n'y parvient pas. Non, il y parvient quelque peu. Là, il est en train de pas renverser le taux de chômage comme il avait promis, mais il est en train mais il est en train d'endiguer. Aujourd'hui, il y a le taux de chômage baisse. Ils sont même en train de créer de l'emploi en France. Donc on voit que l'effort est fourni. Les gens ils essayent quand même d'honorer leur engagement. Ici, on ne fait aucun effort dans ce sens. On vient même nous narguer pour dire, vous nous avez cru, c'est votre affaire. C'est ça le drame. Et donc, quand on a admis cela comme mode de fonctionnement, après, il ne faut pas s'étonner que tout le monde veuille aller prendre aussi. Parce que finalement, ça ne sert à rien. Les projets de société, les discours politiques, les programmes de société, tout cela ne sert à rien. Oui, mais finalement, c'est à qui la faute? Est-ce les flatteurs politiques ou ceux qui les écoutent, le peuple? J'ai dit jamais la faute au peuple. La responsabilité, oui. Parce que le peuple qui vous écoute, c'est un peuple qui a soif. Il a soif de rêve, il a soif de vie. Mais il lui faut combien d'années aussi pour apprendre? Non, dans le peuple, il y a un peu de tout. Il y a des gens comme vous et nous qui avons plus ou moins l'instruction, le discernement, qui prenons le recul, qui analysons, qui tranchons. Il y a d'autres qui suivent, qui vous suivent. Monsieur Armancet, pour qui vous allez voter? Moi aussi. Monsieur Adon, ah oui, si c'est vous, nous on vous suit. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas notre privilège à nous. Ousmane Ali fait de nous des leaders politiques. Non, mais vous êtes tout au moins des leaders d'opinion. Ah bon. Oui. Enfin, donc nous sommes plutôt des poseurs de questions publiques. Non, vous savez, donc dans le peuple, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout ça. Et je trouve qu'on abuse facilement des peuples, surtout dans les espaces où le taux d'instruction est très faible, comme le nôtre, où les gens ils vont par vagues pour suivre une tendance. Ça fait, me semble-t-il, le marché des politiciens. Ils vont pour acheter comme ils veulent. Alors, la pression de la classe politique manque pour pousser vers l'avant. Ce n'est pas normal. On devrait débattre publiquement de tous les sujets, prendre le risque de déplaire. La classe politique s'est plutôt murée dans un silence connivant et complice. Il manque de contradicteurs de qualité. Les partis politiques sont payés pour contredire, mais ils prennent nos sous et ne font pas le boulot. C'est un vol. Fin de citation. Ainsi parla Ousmane Ali dit cette semaine, Joël Atayegedegbe, au-delà de ce que vous avez déjà expliqué, pourquoi le silence est si pesant du côté des partis politiques? Pourquoi tous ensemble? Pourquoi la RB, le PRD, l'Union fait la nation, les FCBE, l'opposition normalement naturelle, qui se tait et se terre? Pourquoi tous ces gens-là se taisent? Qu'ont-ils mangé ces gens d'habitude si prompt, si loquaces au point d'en perdre leur latin? Les pâturages. Qu'est-ce qui lui arrive? Les pâturages ne sont plus verts. S'ils ont brouté cette saison, on n'est plus vous de pensez mise. qu'on est autant menacé par l'avancée du désert? Bon, ils le croient en tout cas. Et donc, s'ils ont pris des libertés avec ceux que des BO Soji ABO avaient cités, il faut comprendre aujourd'hui que c'est le temps des vaches maigres. Et donc, la joie n'y soit pas. C'est pratiquement un temps de soudure pour beaucoup d'entre eux. Oui, ça existe aussi en politique, ça? Ils étaient dans la facilité. Je croyais que c'était dans l'arrière-pays, dans les villages, quand les gens ne vont plus au champ pour aller cultiver le champ parce qu'il n'y a plus de... Je vous ai parlé de pâturages qui ne sont plus verts. Vous restez dans le même champ lexical. Avançons. Donc on scrute l'horizon en espérant que la pluie tombe et que tout reverdisse à nouveau. Mais ça tarde et beaucoup ne désespèrent pas malgré tout. Et ça donne le spectacle affligeant que nous décrivons en tout cas. Seriez-vous en train d'expliquer ce silence qu'on observe du côté des partis politiques, de leurs leaders politiques qui, il y a pas si longtemps, prenaient la parole à tout propos, à tout va, etc. Plus sérieusement. Ici, dans ce studio, et Vigile vous le dira, depuis la fin de ces élections, depuis la formation du gouvernement du président Talon, chaque dimanche, c'est la croix et la bannière pour trouver un homme politique, pour venir animer cette émission qui est quand même
une émission politique, c'est une tribune offerte par cette station aux acteurs politiques pour venir dire ce qu'ils pensent de l'action publique, de ce qui se fait au profit ou au détriment des citoyens, je n'en sais rien, mais chaque dimanche, croyez-moi, c'est difficile. Vous deux, vous pouvez emporter le témoignage. Nous avons cherché visiblement depuis le lundi dernier et c'est vendredi dernier seulement que, en désespoir de cause, nous avons dû nous rabattre sur vous deux pour venir nous sauver. Voilà la vérité. Mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est les coulisses de cette émission que je suis obligé de révéler parce que les acteurs politiques ont fui. Vous les appelez, ils ne décrochent même pas parce qu'ils n'ont rien à dire ou plutôt qu'ils ont peur de parler. De quoi ont-ils peur? Par contre, si vous permettez, je peux témoigner pour Ousmane Alidi qu'il a mis les députés, en tout cas eux, je les ai vus dans tous leurs états avec son opinion de cette semaine. Ah oui? C'est tant mieux. Tant mieux. Le drame que nous vivons, il faut d'une certaine façon le montrer au peuple, d'une certaine façon, et en apporter totalement la responsabilité. Ces messieurs-là, d'une certaine façon, ont notre confiance. Chacun d'eux a été investi d'un mandat, non pas d'un mandat de tromperie, d'arnaque ou de connivence. C'est des mandats de vivre mieux. Le peuple a envie de vivre mieux. Et c'est pour ça qu'on les a mandatés. Ce qu'ils font là, excusez-moi, c'est très proche de la lâcheté. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe. Vous avez une opinion. Vous n'osez pas, la partager. 2, vous vous en prenez à ceux qui, à votre place, jouent votre rôle. C'est de la lâcheté. Franchement, c'est de la lâcheté. Et comment ça peut se comprendre si ce que vous dites, c'est de conviction, si vous pensez que c'est la vérité, que cela ne soit pas compris dans le milieu, parce que guérir du mal, c'est d'abord en prendre conscience. Rosine Vieira-Soglo, par exemple, n'aura pas du tout été tendre avec votre position. Non. Je peux vous savez, Madame Soglo n'est pas, me semble-t-il, aujourd'hui, n'est plus aujourd'hui active au point de, on va dire, de s'imprégner correctement de tout comprendre. Donc, elle peut être influencée, manipulée, orientée. Et je sais que dans cette assemblée, il y a un peu de tout. Et même de nos amis là-dedans qui, aujourd'hui, ne nous aiment plus parce que nous osons leur dire, mais ce que vous faites, c'est indéfendable. Il faut le dire, c'est indéfendable. Est-ce que finalement, vous-même, vous ne faites pas dans la faute, puisque vous parlez quand même des honorables députés? Non, pas du tout. Moi, je parle de la classe politique. Ils ne sont pas les seuls à avoir un mandat électif. Il y a les maires, il y a les élus locaux, il y a un peu de tout le monde. Monsieur Adoun l'a évoqué tout à l'heure. Mais c'est inimaginable que tous ces partis politiques qu'il vient de citer, que ne serait-ce qu'en tant que secrétaire général d'un parti, qu'on vienne à opiner sur la place publique, sur un débat public. Ce n'est pas seulement les députés. Les députés, je les vois comme des élus mandatés, mais qui ne font pas leur boulot. Ça, c'est à part. Mais je parle de toute la classe politique, celle que l'on a vue depuis 26 ans bientôt, et pas les plus importants. Monsieur Adoun les a cités tantôt. C'est tous ceux-là qui, même sans avoir mandat électif, ont un rôle politique ou ont décidé de s'investir dans la politique et qui ne font rien, qui ne disent rien. Je rebondirai sur ce dernier pan de l'analyse de Ousmane Alidi pour qu'on élargisse un peu la question à toute l'élite, ainsi que Wilfried Adoun le disait, en mesure d'influencer, en tout cas d'être une référence d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est une question qui doit être posée à l'ensemble de l'élite, classe politique, société civile, intellectuelle, universitaire, hommes des médias et j'en passe. Donc le spectre de l'analyse doit être aussi large que possible. Et c'est vrai que beaucoup ont perdu le sens du service. C'est aussi vrai que nous devons demander des comptes à ceux qui sont nos élus, ceux qui sont dans les institutions républicaines pour faire fonctionner la démocratie. Parce que autrement, c'est de la corruption. Et c'est du détournement des deniers publics à ne rien faire, à ne pas faire ce pourquoi on a été mis là. Maintenant, structurellement, et qu'est-ce qui se passe? Les partis sont exsangues financièrement. Déjà, ils étaient assez mal constitués. Ils ont du mal à se retrouver. Ils n'avaient pas d'option idéologique franche. Aujourd'hui, tout est brouillé. C'est un magma duquel il est difficile de s'extraire sans prendre le risque d'être grillé. Et chacun cherche maintenant le parapluie qui pourrait lui assurer protection et survie pour la suite. Ils sortent
pour la plupart de 2-3 élections qu'ils n'ont pas anticipées. Ils sont financièrement épuisés. Ils sont oui, financièrement mais en même temps, à bout. au-delà ou en plus de ce que vous dites, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une analyse cas par cas? La Renaissance du Bénin sort de cette élection divisée en son sein même, parce que le positionnement qui a été celui du chef du parti n'a pas été forcément celui des autres barons du parti. Le PLD, la Renaissance du Bénin ou la famille Soglo? la Renaissance du Bénin. Je dis la Renaissance, c'est beaucoup plus large que la famille Soglo. La division s'étend au-delà de la famille Soglo. Et si vous écoutez un certain nombre de leaders dans ce creuset-là, ils vous le diront. Le PLD nous l'a dit clairement, et ils ont jeté les armes et bagages dès les premières heures. Ils sont dans la mouvance. Vous n'attendrez rien de ce côté-là, donc c'est bien logique. L'Union fait la nation nous dit, nous sommes le pouvoir, nous sommes dans le pouvoir. Alors pourquoi attendez-vous de ces gens, monsieur, qu'ils vous disent quelque chose? Les FCBE qui, eux, étaient normalement l'opposition à Patrice Talon, se taisent, et c'est les FCBE qui constituent, de mon point de vue, la curiosité essentielle de ce que nous observons. Enfin, je ne sais pas si c'est votre point de vue. Il y a au moins je suis d'accord avec vous, c'est ça le constat amer, affligeant, que tout le monde est dans la connivence et dans la complicité. Mais il y a au Bénin ici, au moins, selon ce qu'on entend, au moins 200 partis constitués. Si on prend le bureau ou les bureaux des partis, on peut estimer à 10 personnes au moins constituant le bureau. 10 fois 200, ça fait 2000 personnes au moins qui auraient pu aller sur la place publique opiner. Mais on n'en voit aucun. Sur 2000, au moins, on n'en voit aucun. Vous voyez, à l'échelle des partis politiques, on a 0. Pour moi, c'est grave. Il faut les virer tous. Si moi j'étais si j'avais un pouvoir. Ah oui, ça se vit comme ça. Mais bien sûr. Quel moyen? Mais bien sûr, c'est affligeant. Je vous dis, c'est choquant même quand on voit ça. Je ne veux pas dire faites de l'opposition obligatoirement, mais donnez votre point de vue. Venez débattre, qu'on vous écoute, alimenter le peuple, discuter et qu'on ait le sentiment que ce peuple, ce pays est entre des mains de gens responsables. Certains se hasardent, tout le moins dans le diagnostic. On parle du défaut de financement des partis politiques, ou plutôt l'option aujourd'hui qui ne sécurise pas les partis politiques, qui ne sécurise pas les militants, parce que vous payez cash quand vous faites de l'opposition. Oui, mais c'est la politique commerciale, c'est ce que j'appelais la trivialité. La politique triviale, c'est celle qui consiste à aller prendre, rien qu'à aller prendre pour ses poches. Sinon, normalement, ils sont tous payés, mais quand vous êtes député, vous êtes à la charge de l'État. Quand vous êtes maire, vous êtes payé. Quand vous êtes élu, etc., ils sont tous payés d'une certaine façon. Il n'y a pas de parti politique. Mais il a les militants simples aussi, même un fonctionnaire de l'État reconnu d'un parti de l'opposition. Il n'a pas forcément de promotion comme d'autres. Oui, c'est la perversion du système politique actuel. Et je pense que le Bénin n'est pas un cas isolé. Mais ceci peut expliquer cela. Oui, mais c'est dommage. Ceci explique cela, mais c'est dommage. On devrait être au-delà de cette considération-là. Très bien. Alors, ce que nous disons, ce n'est pas de forcer. Ousmane Laye vient de le dire. On ne force personne à aller dans l'opposition. Ce que nous disons, non, n'est pas de forcer une opposition au pouvoir Talon, mais que les gens jouent leur rôle, justement parce que dans une démocratie n'est vitale que lorsque chacun joue son rôle. Alors, le constat de l'engourdissement quasi général de la classe politique, nous l'avons également effectué, et ce n'est pas Vigile qui me démentirait, je l'ai déjà dit ici, je l'ai raconté nos difficultés à trouver des acteurs politiques. En revanche, le Parti pour la libération du peuple, PLP, présidé par Léonce Mbadi, que par ailleurs nous supplions en vain de venir honorer de sa statue de grand opposant ce modeste rendez-vous. Ce parti, dis-je, fait des constats sur la gouvernance du nouveau départ qu'il a dit avoir partagé avec les ambassadeurs en poste au Bénin. Et que constate-t-il, Léonce Mbadi? Il écrit précisément que, je cite, « Les réformes politiques et institutionnelles sont taillées sur mesure, que le mandat unique imposé est préjudiciable à l'état de droit, que les libertés d'association et d'expression sont violées, que les institutions de la République et la société civile sont instrumentalisées, que la force publique et les fonctionnaires de l'État sont manipulés et mis au service de la terreur et de la traque des opposants déclarés, et que des marchés illégaux sont attribués dans des conditions totalement opaques, que le harcèlement et les redressements fiscaux sont devenus la règle, etc. Ousmane Laye, vous qui
avez des inquiétudes. Vos inquiétudes sont-elles de la même nature que ce que dit Léon Ngoubadji? Je ne suis pas de son avis, mais ce qu'il dit a un mérite, c'est qu'il éveille nos attentions sur les pratiques et les méthodes actuelles. Après, à nous d'aller chercher si tout cela est fondé. Mais il faut, lui, où on le met en accusation de diffamation et de fausses déclarations, ou ce qu'il dit est vrai. D'où le mérite de jeter tout cela dans l'espace public. Mais a priori, moi je dis, Léon Ngoubadji, pardon, pour moi c'est pas de, quand je parle de la classe politique. Pourquoi vous demandez pardon? Parce que Morphologiquement, le combat paraît inégal vu la star. Non, vous voyez, ces propos auraient été tenus, disons, je donne un exemple, par monsieur de FCBE par exemple, vous verrez. Eugène Azatassou par exemple. Vous verrez le retentissement d'une déclaration comme celle-là si elle avait été portée par d'autres personnes. Je l'ai déjà dit ici, votre analyse n'est pas fausse du tout, Ousmane l'a dit. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi les barons FCBE reculent et laissent comment il s'appelle, Léon Ngoubadji, qui paraît plus confronté face à cette situation, alors que eux ils ont été aux affaires pendant 10 ans et c'est ce jeune homme qui laisse pour aller dire des choses qu'ils auraient pu porter eux-mêmes. Vous ne pensez pas? Mais Léon Ngoubadji n'est-il pas en train de faire ses armes aussi? Il grandit de ces gens de... Non, le constat n'est pas là visible. Qu'il fasse ses armes, c'est pas mon problème. Mais le problème ici, c'est que ceux qui doivent parler ne disent rien du tout. Alors que c'est leur boulot de le faire. Ils sont payés pour le faire. Le jeune là, il se met en danger constamment. J'ai vu une lettre écrite au procureur où... vous pensez qu'il est si menacé que ça? Ah ben bien sûr. Je le crois sur parole. En plus, il a évoqué dans la lettre des preuves, des exemples, etc. Je pense qu'il peut l'être. Parce que, vous savez, le prince ne s'occupe pas de tout ça. Il y a des zélés qui entourent le prince, qui veulent montrer au prince, qu'ils sont vraiment avec lui pour voilà la preuve, etc. C'est un peu comme le revenant et ceux qui tiennent les bâtons. Voilà, c'est ça, absolument. Donc il peut faire l'objet de menaces, de chantage et même d'agression. Bien sûr, il se met en danger en le faisant. D'où la pertinence plus ou moins de ses propos. Maintenant, moi, je me dis, il y a des gens dans le pays qui ont, me semble-t-il, un passé qui plaide pour eux, pour que ces propos-là, dans leur bouche, aient un autre retentissement, un autre effet. Monsieur Ngoubadji, on le voit un peu plus, même les paroles, quand tu le vois sous les paroles, on se dit, mais, pardon. Je la paye de oui. Il a dit pardon. Il a dit pardon encore. Non, il faut stigmatiser, sinon condamner les menaces dont M. Ngoubadji serait l'objet. Ce n'est pas tolérable, on est dans le débat d'idées et il est temps, effectivement, que des partis politiques ayant pignon sur rue et assument complètement leurs responsabilités. Il est temps également que ceux qui disent ouvertement soutenir le président Talon et se donnent les moyens de se concerter, d'opiner et d'aller expliquer ce qu'il fait le président de la République. Parce que de ce côté-là aussi, il y a un silence dont nous ne parlons pas. C'est un silence quasi général. Il est trop facile. Sur le paysage. Et nous, ça nous complique notre boulot. Il est trop facile de prétendre soutenir. Il faut expliciter les raisons du soutien et argumenter, donner à choisir le cas échéant selon la pertinence de ce qu'on avance. Si c'est des soutiens alimentaires, et on n'est pas sorti d'affaire. Et donc le président Talon, lui également, peut-être pourrait provoquer une clarification. Et c'est aussi de son rôle. Il ne suffit pas qu'il soit dans sa tour d'ivoire. Mais est-ce qu'il peut, lui, il est en mesure aujourd'hui de provoquer ce que vous appelez clarification lorsque lui-même déjà ne parle pas, rien ne parle autour de lui. Si ce ne sont ceux-là qui sont peut-être recrutés pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. On est dans la normocommunication, cher ami. Mais il a parlé à Parakou. Une des rares fois, c'est la seule fois, non? C'est déjà ça. Le président Kérékou ne parlait pas aussi, lui non plus. Donc c'est pas une première. Alors, même Léon Ngoubadji, opposant devant Dieu et devant les Béninois, dégaine à nouveau, et je cite,
jamais notre pays notre pays n'a connu de la part d'un pouvoir qui se prétend démocratique des comportements et attitudes aussi sectaires, fondés sur le mépris des autres et puis la haine de ceux qui ne partagent pas la même opinion que lui. Fin de citation. Vous lisez un éditorial ou... je ne sais pas si nous parlons du même pays, mais vous pourrez nous dire votre opinion sur le sujet, Ousmane Ali. Oui. Vous trouvez tous ces griefs-là fondés? Non. Sur ces propos, me semble que c'est sa liberté qui s'exprime derrière ces propos-là. Et cette liberté, il faut la respecter. Il ne faut même pas lui faire du chantage ou le menacer d'aucune façon. Cela dit, je dis ce qu'il dit là est extrêmement grave s'il jette ça dans l'opinion, dans la place publique, et que personne ne vienne ne serait-ce que traquer pour diffamation ou pour lui demander les preuves. Ou que personne ne lui apporte la contradiction, parce qu'il dit ce qu'il veut, mais personne ne répond. Oui, bien sûr. Monsieur Ataï Guédégbé le disait, c'est-à-dire que même quand vous êtes un soutien, il faut clarifier votre position, comment, pourquoi, etc. Lui, c'est depuis la campagne que Talon n'était pas son candidat. Bon, tant pis pour lui, tant mieux pour les autres. C'est un choix. Maintenant, est-ce que ce sont ces frustrations liées à l'échec de son candidat, etc., qui l'amènent à dire les choses avec ces mots-là? Ou alors, il a des preuves de ce qu'il avance. S'il avait des preuves de ce qu'il avance, alors là, c'est extrêmement grave pour notre pays. Maintenant, s'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance et qu'on le laisse continuer à avancer ces propos-là, c'est grave aussi pour la démocratie. Parce que ce qui se jette dans l'espace public, la presse relaie ça et ça va à l'international. Et donc, quand on ne lui apporte pas la contradiction, ça veut dire que c'est de fait constitué. Est-ce qu'il n'abuse pas ou qu'il ne profite pas, ne parlons pas d'abus déjà, qu'il ne profite pas du silence du côté du pouvoir? Parce que aujourd'hui... la seule personne qui hebdomadairement prend la parole au nom du gouvernement s'appelle Pascal Irénée Koupaki, n'est-ce pas? Alors, chaque mercredi, ils nous disent ce que le gouvernement a fait. Mais tous ceux qui ont soutenu le président Talon, où sont-ils? Personne parmi eux ne vient dire, bon, nous expliquons ceci, le président a fait ci, etc. Et donc, il y a une carence caractérisée, n'est-ce pas, du débat public aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. Nous sommes tombés, nous avons changé de cadre, me semble-t-il. On était dans la gouvernance théâtrale, émotive. Nous en sommes sortis aujourd'hui pour entrer dans une sorte de gouvernance du silence. Il y a quand même un problème, non? Oui. C'est une anomalie détestable. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette méthode-là. Si vous avez vu dans mon entretien, je parlais de méthode. Quand vous ne faites pas connaître ce que vous faites, c'est comme si vous ne faisiez rien du tout. Et quand vous ne communiquez pas sur, on va dire, ne serait-ce que le rêve, ce que vous projetez pour les gens, on a le sentiment que vous les narguez. Vous partez, vous revenez. On vous voit partir, revenir. On dit il n'est pas là, alors il est... Et puis, pourquoi il est parti? On n'en sait rien. Comment est-ce qu'il est revenu? On n'en sait rien. Le ministre des Affaires étrangères explique ce que le président allait faire. Non, vous savez... Vous souhaitez que le président parle lui-même? On n'a pas élu le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit que Boni Yahi, on en a dit beaucoup de mal, mais il ne faisait pas tout mal. Hein. Je refuse de dire, M. Boni Yahi, toutes ses habitudes ou toutes ses méthodes étaient gauches. Non, il y en avait beaucoup, extrêmement gauche. Mais ça, au moins, le peuple avait le sentiment qu'on venait lui rendre compte. Oui, on voyait sur la télévision nationale de longs reportages du séjour à l'étranger du président de la République avec des comptes rendus dithyrambiques du ministre des Affaires étrangères. Tout ça, ça a changé quand même. Hein. Aujourd'hui, ces choses-là ont changé. C'est déjà ça. Ça, c'était l'excès. J'ai déjà vu ici dans ce pays un journal entier, n'est-ce pas, consacré à un voyage à l'extérieur du président de la République. Absolument. Et ça non plus, c'est pas normal. Vous êtes d'accord? Non, absolument. Là, l'excès nuit, toujours. L'excès est détestable. Ici, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'on soit redevable à un peuple, qu'on revienne lui rendre compte au quotidien de ce que l'on fait. Et c'est ça qui est frustrant. On ne peut pas, je l'ai dit, c'est indéfendable sur la durée. On n'a pas élu des Martiens, on a élu des gens, nos frères, nos cousins, ils ne sont pas descendus de masse. Pourquoi moi j'ai pris ça, ou je prends ça, je commence à prendre ça comme des gens qui me narguent. Et moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas donner mon mandat à quelqu'un qui revient me narguer. Peut-être qu'on ne se prononce pas sur ce qu'on fait, qu'on ne le fasse pas savoir. C'est peut-être à la limite tolérable, Joël Ataï Guédégbé, mais qu'on ne réponde pas non plus à des accusations graves, de scandale.
On a parlé de Morphodis, on a parlé d'autres choses Nous aussi allons graves. évoquer ces questions. Comment ça se fait que le silence puisse régner même jusqu'à ce point, n'est-ce pas? Peut-être des aveux de culpabilité. Ça pourrait l'être si très tôt, si bientôt, en tout cas, une réponse sous une forme ou une autre ne venait. Mais en même temps, l'injonction à parler peut être agaçante et certains ont leur flegme à corps chevillé, donc vous n'obtiendrez pas. Oui, mais est-ce qu'on devrait même attendre l'injonction? Est-ce que ça ne devrait pas être de soi que... Ça doit être de soi. Cela doit être spontané, puisque la gouvernance doit être le plus exemplaire possible. Et l'information, l'ouverture à l'information est fondamentale. Et avant même la reddition de comptes. La reddition de comptes, c'est a posteriori. Un pays, c'est pas un couvent. Non, pas du tout. Et même une administration a l'obligation d'expliquer les décisions qu'elle prend, les règlements qu'elle veut mettre en œuvre. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup ont le sentiment de ne compter pour rien du tout. Certains vont jusqu'à se demander quel est le sens qu'on donnerait à la démocratie en ce sens. La démocratie représentative ne signifie pas mise en parenthèse des opinions du peuple, des opinions des citoyens. Donc, les élus, ceux qui gouvernent en tout cas, ont le devoir d'imaginer les meilleures modalités de faire participer le citoyen à la vie publique et d'expliciter leurs décisions. Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Alors, la coalition de la rupture à l'épreuve depuis quelques semaines. Alors, beaucoup de personnes dont cette querelle est devenue le principal fonds de commerce prient tous les dieux afin que cela dure le plus longtemps possible. D'autres plus conciliants pensent qu'il faut mettre un terme à ceux différents qui menacent la rupture. Au regard de ce qui s'est passé, par laquelle ou pour laquelle des options êtes-vous, Ousmane Ali? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. Bon, alors je vous réexplique de façon plus claire. Vous avez suivi les derniers événements au sein de la coalition qui est au pouvoir. Cette histoire dont on a parlé au sujet de la cocaïne au port, etc. Et toutes les interviews de M. Sébastien Adiavon, le silence de l'autre côté du pouvoir, les déclarations du chef de l'État à Parakou, etc. Bon. Tout ça donne l'impression qu'au sein de la coalition qui est au pouvoir, tout ne tourne plus. Il y a des gens qui voudraient que ça continue comme ça parce que... Attendez, on dilait de la cocaïne au sein d'une coalition politique? Non, c'est pas ça ce qu'il a dit. Il me semble que je ne l'ai pas dit. Non, je voudrais bien comprendre. L'affaire cocaïne, vous avez dit. J'ai parlé de l'affaire de cocaïne. En fait, je trouve que vous avez pris beaucoup de précautions de langage pour y arriver, mais vous y êtes arrivé quand même. C'est déjà ça. Vous avez souhaité que je le dise de façon plus claire. Voilà, que vous soyez un peu plus clair. Parce que je savais bien que vous avez bien compris ce que je disais. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, il y a un malaise et c'est fâcheux, j'allais dire, c'est malheureux. C'est trop tôt venu, me semble-t-il. Et je crois que quand on est dans une même coalition, on peut être un peu plus, on va dire, un peu plus attentifs les uns aux autres, un peu plus proches les uns des autres. Ce qu'on a observé à la fois dans le déroulement de toute cette affaire, après la justice s'est prononcée, tout ce qui a suivi, les déclarations du chef de l'État comme l'entretien de M. Adiavon, tout cela me semble malheureux, détestable. Moi, j'aurais aimé voir des responsables de ce pays un peu plus haut que ça, beaucoup plus haut que ça. Et surtout qu'on ne s'en prenne pas à des gens qui souhaitent jouer leur rôle, on va dire, de médiateur ou de bons offices, entre guillemets, pour collecter les brèches ou colmater les brèches ici ou là. Mais bon, bref, ce que je peux dire, c'est que là, il y a un malaise, il faut y remédier, il faut mettre fin à ça. Ou alors que les positions soient définitivement clarifiées et pour que chacun se positionne. Parce que on ne gagne rien à continuer dans la confusion et dans le jeu tordu. Parce que derrière la confusion, chacun
portent des coups. Hein. Dans la confusion, dans le noir, on profite du noir pour porter des coups les uns aux autres. Et nous, on n'en sait rien. C'est quand ça explose que, l'opinion est au courant. Moi, je souhaite que ce malaise, qu'on y mette fin, ou alors que cela devienne clair pour chacun, pour tous. Alors, Joël Ataï, certains estiment que dans tous les cas, la rupture aurait été fragilisée. On a parlé de mains invisibles qui tireraient des ficelles, mais également de personnes qui auraient intérêt que Talon et Adjavon soient brouillés. Vous croyez à cette thèse-là? Oui, tout est possible. Vous voyez, il est dommage qu'on en vienne à personnaliser le débat. Talon, Adjavon et j'en passe. Malheureusement, c'est là où nous en sommes. Si le président Talon a pu imaginer un coup tordu contre son allié Adjavon, il est possible aussi que l'inverse ait été de mise. Il est possible aussi que les deux soient complices d'une machination qui nous échappe complètement pour mettre en orbite peut-être quelqu'un qui, au sens sociologique, répond parfaitement aux attentes de ce pays qui adule les victimes en vue de 2021. Moi, je n'exclus absolument rien. Je me satisfais imparfaitement ou moyennement du verdict de la justice, parce que la procédure en elle-même était détestable. Et la procédure d'enquête, c'est la procédure qui a amené à révéler, à mettre cette affaire-là sur la place publique et n'honore pas notre administration, n'honore pas nos forces de sécurité. Et la justice a fait ce qu'elle a pu. Elle n'est pas forcément là pour dire la vérité, mais beaucoup cherchent encore à savoir quelle était la vérité dans cette affaire. Et comme Ousmane le dit, les sorties médiatiques du président, comme du président Talon, comme du président Adjavon, étaient inutiles, ne nous ont apporté que de la confusion, sinon on braquait les uns et les autres. Moi, j'en viens à souhaiter que si coalition de la rupture il y a, ce soit sur une base programmatique. En Allemagne, Mme Angela Merkel cohabite dans un gouvernement avec ses opposants du SPD. Ils sont socialistes, les autres, elle est conservatrice. Et au moment des élections, ils vont s'affronter comme il se doit. Mais les débats se passent à un autre niveau dans les autres pays. On peut être dans une coalition, mais en connaissance de cause. Qu'est-ce que j'amène dans la coalition? Qu'est-ce que je veux voir réaliser pour le pays? Nous ne posons pas ces questions et nous passons notre temps à parler de Adjavon et Talon. Les deux étaient auparavant des hommes d'affaires, en tout cas pour le président de la République. Si tant est que c'est une question de rivalité entre hommes d'affaires, bon, je ne sais même pas trop ce que le président Soglo va y chercher. Oui, mais Sébastien Adjavon, c'est lui qui annonce qu'il se met en marge de la coalition à laquelle il a contribué à mettre en place. Est-ce que je ne voudrais pas être un donneur de leçons ici. Non, c'est pas ça le sujet. C'est des faits que nous constatons. S'il se met en marge, il y a des conséquences à en tirer également au plan politique qu'on ne voit pas. Et là, nous reviendrons encore à notre système politique, à sa mauvaise structuration, qui fait que les partis ne sont pas de mise dans le débat. Est-ce que les conséquences ne devraient pas être tout au moins loyales? Est-ce que vous percevez, Ousmane Ali, que l'administration béninoise aujourd'hui ne fasse pas cas de ce verdict-là, de l'issue de cette affaire devant la justice? Je veux parler de cette affaire de Socotrac où d'abord on a suspendu les entrepôts en termes corrects, je ne sais plus, le mot ne me parvient plus. Puis après on a retiré l'agrément. Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est ce que j'appelais des coups tordus. Il faut dire les choses. Est-ce que c'est loyal, ça? Non, vous savez, on est sur le champ politique. Là, on est en politique pure. Hein. Ce qui se passe depuis l'arrestation de M. Adjavon, c'est de la politique pure. Ça ne répond à rien de logique, rien de cohérent. C'est de la politique, j'allais dire politicienne. Normalement, c'est à la suite des enquêtes qu'on arrête quelqu'un. C'est sur la base des enquêtes, des éléments constitués que vous allez procéder à l'arrestation de quelqu'un. Dans le cas d'espèce, on a arrêté quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Et c'est après qu'on commet une commission pour faire des enquêtes et après. La justice finalement libère la personne. Et je dis qu'il n'est pas n'importe qui. Donc, il faut comprendre. Et on ne fait pas cas de ce cas de la justice, on continue d'assommer. Non. Je vous dis, même la justice,
que mes amis magistrats et autres là me permettent de le dire, je pense que la justice a été d'une certaine façon instrumentalisée dans cette affaire. Comment ça? Le sujet est politique. Quand ça part du palais de la République, tout ce qui sort du palais de la République est revêtu, me semble-t-il, du sceau politique. Et dans le procès, M. Chilao et d'autres, ils ont dit que les informations, l'origine de tout cela, c'est les services de renseignement du Bénin et qui sont logés où nous savons. Et donc, le patron a été aussi dans une affaire sous le régime Yahi, etc. Normalement, me semble-t-il, quand on n'est pas soi-même un peu fâché, frustré, impliqué ici ou là, on rappelle nos amis. Asseyons-nous devant les médias. Voici ce qui s'est passé. Nous allons en tirer toutes les conséquences et de devoir. Ça fait que... C'est ce que vous attendez du pouvoir. C'est ce qui devrait se faire. Partout. C'est la logique. On n'a pas fait ça et on a continué. Et après, j'ai entendu la déclaration du chef de l'État à Parakou. Moi, j'étais perdu. J'ai dit, là, il y a un problème. Quand j'ai fini d'écouter la déclaration du chef de l'État à Parakou, je dis, donc du coup, le flou est revenu dans mon esprit. Oui, mais est-ce que chacun de nous ne donne pas son opinion sur la base du niveau d'information que nous avons aussi? Il y a cela. C'est pour ça que je disais dans l'entretien notamment que le chef de l'État peut être en possession d'éléments que nous n'avons pas. Et sur cette base, il aurait dû prendre son courage à deux mains pour livrer ces éléments-là. Où il les avait, donc auquel cas il devrait nous les livrer, où il ne les avait pas, auquel cas il ne devrait pas faire une déclaration comme celle-là. Donc cette déclaration, je vous dis, quand ça passe inaperçu, là vous avez votre conscience avec le divin, avec Dieu, mais quand on vient à vous découvrir dans l'espace public, vous devez subir la rigueur de la loi. C'est le chef de l'État, quand il dit ça, on dit, on est passé à côté de quelque chose. Qui c'est qui est passé à côté de la chose? Et c'est notre administration, c'est notre justice, puisque la justice a fini par trancher la question. La justice nous a laissé sur notre soif ou sur votre soif, vous voulez dire? Moi, j'ai été satisfait de la décision de la justice, à titre personnel, parce que j'ai vu la rue la nuit là. J'ai vu la rue la nuit là et j'étais très inquiet. Pour une première fois, j'ai dit, nom de Dieu, ça fait à peine 6 mois ou 7 mois qu'on a triomphé de toutes les péripéties et les menaces, on nous prédisait l'apocalypse. Mais on a triomphé de tout ça. Et 6 mois après, on va être dans cette affaire-là. Donc, je priais secrètement pour chacun. J'imagine, beaucoup de Béninois ont prié cette nuit-là. Et quand la décision est tombée, je dis, c'était un soulagement. Vous étiez soulagé? Oui, moi j'étais soulagé. Oui, moi j'étais soulagé. Oui, Vigile. Oui, mais, donc, pour revenir à votre question, juste une minute. Moi, il me semble que si la décision de la douane est dans la même ligne ou la suite de cette affaire-là. Et la douane l'a écrit, clairement. Donc, elle est à retirer. Cette décision est à retirer, elle est condamnable, elle n'a pas sa raison d'être. Joël Attaque, est-ce que cela ne confirme pas tout simplement aujourd'hui que c'était simplement un complot politique? La suite, cette suite-là, je veux dire. Je ne suis pas assez outillé pour le dire, mais je vous ai dit mon insatisfaction par rapport à la manière dont l'enquête a été conduite. Et j'apprends de vous qu'on aurait retiré l'agrément à la... Ça fait l'actualité toute la semaine. Non, ce que j'ai appris, c'est la mesure de suspension de la possibilité. Puis la suite, c'était le retrait d'agrément à la société. Parce que j'ai été un peu absent ces derniers temps-ci. Et donc, si c'est ainsi, il faut croire que la douane, ou au moins ceux qui sont au port, sont dans un processus d'acharnement, sinon d'obstination. Et qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la question à laquelle on voudrait avoir réponse. Et ça a été écrit, c'est suite à cette affaire de 18 kg de cocaïne. Je ne connais pas les termes du contrat entre la douane et la société de consignation. Peut-être que le moindre soupçon peut amener à résilier ou à annuler cette faculté qui a été donnée à un moment ou à un autre. Je cherche à mieux comprendre, mais je ne voudrais pas que ça tourne à l'abus de pouvoir, disons simplement au règlement de compte, pour plaire éventuellement au palais ou au pouvoir. Le zèle de l'administration aussi est à craindre quelquefois. Et c'est au pouvoir politique de discipliner l'administration publique. Vous savez, je crois que le chef de l'État a raté une occasion de se rapprocher encore une fois de son allié politique, ou encore de donner à l'opinion
un élément qui prouverait qu'il n'en était pour rien ou qu'il n'en est pour rien. C'est-à-dire que, à défaut de relever de leurs fonctions, ceux qui ont maladroitement mis son ami allié politique dans cet état, dans cette condition-là, il aurait pu dire au directeur de la douane, retirez votre affaire là immédiatement. L'autre verrait ça comme un geste de, on va dire, ne serait-ce que de respect vis-à-vis de lui et de tout son staff. Et peut-être d'innocence. Et d'innocence. Si on laisse faire cela, ça veut dire donc il y a la coalition, il n'en reste plus rien. Par contre, vous permettrez, et on doit le déplorer, que deux hommes de cette puissance financière s'affrontent. C'est forcément au détriment de l'économie nationale et qui n'en a pas besoin. Et si hier ou avant-hier, le président Adjavan a été reconduit dans ses fonctions de président du patronat, je crois savoir aussi que c'est avec la bénédiction des hommes d'affaires proches du président Talon, notamment le président Eustache Kotigan, qui pourrait jouer un grand rôle de go-between entre les deux. Alors, la médiation du président Soglo, ça devient quoi, Ousmane Ali? Ça va prospérer par la grâce de Dieu. Mettons ça entre les mains de Dieu. Parce que moi, les politiciens, je veux croire que tout cela est un incident malheureux et que nous rangerions derrière nous d'ici 3-4 mois. Parce que je ne vois pas autrement le Bénin prospérer, le système actuel prospérer dans cette confusion et cette guerre de tranchées entre deux puissances financières et leaders politiques. Je vous dis, je ne vois pas l'un y aller aussi simplement sans l'autre. Ça va être très très difficile, très compliqué. Et j'ai souhaité qu'à M. Nicéphore Soglo, président Nicéphore Soglo, s'ajoutent d'autres sages de la République, M. Albert Tevo Idré et d'autres, pour, d'une certaine façon, ramener de gré ou de force ces deux leaders politiques et majeurs de notre pays à s'asseoir. Et il y a une force aujourd'hui pour ramener Patrice Talon à s'asseoir. Puisqu'on a l'impression, quand on voit le déroulement des choses, que c'est lui qui peut-être n'est pas disposé à régler les problèmes. Non, vous savez, il a deux couvertures aujourd'hui qu'il n'avait pas il y a 6 ou 8 mois. Il est le président de la République, chef de l'État, chef de tout ça. Ça, c'est le premier niveau de pouvoir. Et donc, il a le pouvoir d'État avec lui. En plus de cela, il y a aussi, on va dire, son entourage proche qui se satisfait d'une situation comme celle-là et qui peut trouver des couloirs pour s'installer. Ça devient une filière, désormais. Voilà. Donc, il faut que le chef de l'État arrive à dominer ces deux couvertures-là pour entendre. Pour l'instant, ce n'est pas simple, on le comprend, mais moi, je l'engage à faire l'effort de penser à ce que d'aucuns appelleraient le pays d'abord ou l'intérêt général d'abord. On a bon espoir qu'ils y parviendront. Moi, je nuancerai malgré tout en disant que les hommes politiques devraient apprendre à se tenir loin de certaines querelles dont ils tirent manifestement profit, dont ils cherchent aussi à tirer profit. Pas seulement l'entourage. Je crois qu'il y a aussi une filière alimentaire pour certains hommes politiques ou publics qu'il faut désamorcer. Il est temps que le président Talon, le président Adjavan apprennent ou se retrouvent. Et ils avaient l'habitude de se retrouver. Il y a des... Je crois qu'ils n'ont pas perdu leur numéro de téléphone, qu'ils peuvent s'appeler. Ils sont assez adultes. Enfin, c'est des choses qui se font, ça, non? Je crois que peuvent s'appeler. Moins l'un de la scène publique, ça se passerait mieux. Ce serait c'est pas possible que l'un décroche quand l'autre appelle. Enfin, je dis naïvement ces choses, n'ayant jamais été président de la République. Ça ne marche plus. Le numéro de l'un ne répond plus. Ou de l'autre ne trouve plus le réseau. On fera appel au réseau GSM alors. Le grand rendez-vous. Alors, l'affaire Ségub, c'est une histoire chiffrée en dizaines de milliards, une trentaine de mises en cause, des mandats de dépôt et des contrôles judiciaires assortis de cautionnement sont délivrés il y a quelques jours. On en était là que voici une autre histoire de perception abusive de 10 000 francs CFA par BFU. Que pensez-vous de toutes ces affaires, que pensez-vous des rebondissements de cette affaire? Qui prend la parole en premier, Ousmane? Oui, enfin, si vous me la donnez, je la prends. Alors, le Ségub, c'est un excellent début. Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Pourquoi on a commencé, c'est ciblé, c'est règlement de compte, chasse aux sorcières. Si les gens sont coupables, si les faits sont constitués, ils n'ont qu'à répondre de leur forfait.
Encore que les sorciers n'ont pas bonne réputation. Voilà, encore que donc, il faut chasser ceux qui méritent d'être chassés. Alors, maintenant sur la suite, j'insiste sur la méthode. Vous savez, vous pouvez, en essayant de rendre service à un peuple, le retourner contre vous. En essayant de lui rendre service, vous êtes dans l'effort de service. Maintenant, vous retournez la personne contre vous par faute de manière ou faute de manière. La bonne manière, il faut la trouver. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on fait fi de la méthode, on fait fi de... Voilà, et puis on y va et ça cause des désagréments, ça suppute beaucoup. Alors que si le chef de l'État, si le gouvernement venait en amont, d'abord devant l'opinion, pour expliquer, pour préciser, quand l'action sera déclenchée, les supputations n'iront plus loin, puisqu'on aurait déjà des éléments, chacun pour apprécier. Dans le cas d'espèce, on a le sentiment qu'on veut faire ce qu'on veut, ou qu'on fait ce qu'on veut, et puis laisser-les parler, comme diraient les musiciens. C'est pas bien, c'est ce que je disais, narguer les gens. Personne ne peut accepter indéfiniment d'être nargué. C'est pas possible. On a beau... Vous savez, le chef de l'État a 2 handicaps, s'il me permet de le dire. Quand vous êtes immensément riche comme il était ou comme il est, il y a peu de chances que vous ayez encore une qualité d'écoute. Parce que vous entendez tellement que finalement vous êtes blasé, vous êtes dans un... Mais en plus de cela, il est maintenant le chef de l'État. L'autorité publique la plus investie, puissante de ce pays, c'est encore lui. Donc, il peut surplomber, voilà. Si on ne sait pas faire, on va dire, il va se croire à d'autres hauteurs de pouvoir. Mais cela, il faut nuancer justement. Il faut savoir prendre de la hauteur par rapport à tout cela et dire, au final, nous sommes des humains et que tout passe. Tout finit par finir. Alors, la Ségub, à travers un communiqué, soutient en substance que les accusations formulées à son encontre par le gouvernement sont fausses. Elle soutient avoir déboursé des deniers publics sur des instructions écrites de certaines autorités. Joël Atay-Kezegbe. C'est ça le cocasse de l'affaire. On ne commence pas à en apprendre sur certaines pratiques de diversion des fonds publics. Et on n'en a pas fini. C'est absolument un bon début. Et il faut que, chemin faisant, on ne livre pas non plus à la vindicte populaire les gens pour rien. Ils ont droit à une défense en bonne et due forme. Et si le gouvernement a effectivement transmis à la justice, on l'a vu avec certaines arrestations, prises de caution et autres, il faut que ce dossier aille jusqu'au bout. Et parce que ça a été aussi une autre filière de siphonnage des fonds publics. Mais certains, dans le même temps, estiment qu'il y a une sorte d'acharnement contre la Ségub, qu'on serait en train de faire de la place. Oui, mais qu'est-ce qu'ils voudraient finalement? D'autres entreprises, etc. Est-ce que vous n'avez pas entendu ces rumeurs, vous? Oui, c'est possible, mais il y a eu des faits incontestables de prévarication des biens publics. Et déjà que de ce côté, on ait la vérité et qu'on rétrocède les fonds que l'action récursoire de l'État joue contre ceux qui ont donné les instructions pour qu'on distrait ces frais-là. C'est sous. Dans le communiqué de la Ségub de cette semaine, oui, elle peut bien. Elle soutient que l'histoire de 10 000 francs de BFU est une fausse histoire. Non. Elle dit subrepticement, je n'ai fait qu'exécuter des ordres. Et donc, qu'on remonte aux donneurs d'ordre. Et la justice dira si oui ou non la Ségub était fondée à exécuter à ce point des ordres. Mais c'est déjà intéressant de voir le mode par lequel... Oui, mais puisque c'est le gouvernement qui a l'initiative de cette affaire, est-ce que ceux qui ont donné les ordres, il n'est pas temps Même dans l'armée, oui. Excusez-moi, même dans l'armée, à un niveau de danger requis, même quand votre supérieur hiérarchique vous donne des ordres ou des injonctions, vous lui demandez de vous notifier ça par écrit. Il y a plus forte raison dans l'administration et sur des questions de fonds publics. Questions de gestion non, s'ils ne sont pas couverts, ils sont responsables. Point. On ne veut pas entendre, ils m'ont demandé d'eux et j'ai obéi. Où sont, me semble-t-il, les preuves de ce que ils avaient reçu des ordres? Ils ont parlé d'instructions écrites, donc... ils n'ont qu'à avancer cela et on va voir si la justice va leur donner raison ou tort. Parce que moi, pour avoir géré un peu le FITEB, mon comptable a passé son temps à me dire, je suis pénalement responsable
de chaque denier qui sort d'ici. Pécuniairement responsable de chaque... Donc, d'une certaine façon, il m'opposait à chaque fois la règle de gestion. Moi, je lui dis, mais non, les invités vont venir. Un festival, c'est comme un morceau de musique. Il faut le composer avant. Sinon, vous passez à côté. Donc, sort les sous, dit, non, c'est pas comme ça. Il faut rentrer d'abord les factures, les preuves, etc. Donc, on peut chercher des couvertures. Si on a fait faute administrative, si on a mal géré le pouvoir qu'on avait, c'est normal qu'on en réponde. Après, le reste, c'est politique. Très bien. Pendant qu'on évoque des procédures irrégulières dans ces marchés, on annonce des audits dans de nombreux offices et entreprises d'État. Doit-on en conclure qu'on est là en train de faire une solide option contre l'impunité? Non, pas forcément. C'est une faculté administrative que de faire des audits. Les audits, a priori, c'est même pas pour accabler, c'est pour conseiller, pour aider à redresser. Maintenant, si ça tourne à l'instrument de chantage politique, c'est absolument détestable. Et il serait temps aussi qu'on nous dise, qu'on fasse le point des audits. Et je ne demande pas qu'on nous en donne les résultats. Oui, mais dans ce pays, ce que vous dites est vrai, Joël Atteg, sans doute, mais dans ce pays, on est habitué à lancer des affaires il faudrait que ça change. De mauvaise gestion sur la place publique seulement après des audits. Oui, bon, l'audit est un passage obligé pour établir, à un niveau administratif au moins, des fautes, des déviances. Mais l'audit n'est pas tout. Même si vous avez mal géré, ça ne veut pas dire que vous avez été coupable de détournement à tout prix. L'audit montre les dysfonctionnements, le cas échéant, et aide à corriger. Et si c'est dans ce sens, tant mieux. Mais des audits partout, des audits dans un contexte de relative opacité, c'est pas tolérable. Et au-delà de ça, même si le gouvernement a dit ne plus vouloir publier les résultats des audits de peur de livrer à la vindicte populaire les uns et les autres, il faudrait que la transparence soit de mise dans un procès en bonne et due forme, où chacun a le droit à la possibilité d'amener les éléments pour le débat. Ça fait partie de l'une de mes insatisfactions majeures, cette affaire de on ne veut plus livrer les résultats de l'audit à l'opinion, etc. Là, vous me devanciez sur une question que je n'ai pas prêté à vous poser. Est-ce que vous êtes pour la publication des audits? Oui, à 200%. Oui, parce que Mathieu Sogba et d'autres acteurs, peut-être comme vous, trépignent d'impatience de voir le gouvernement rendre public les audits, mais certains estiment qu'il serait imprudent et contre-productif de publier ces fameux résultats maintenant. Vous savez, ailleurs, c'est même la presse qui révèle des scandales. Et après, la justice s'auto-saisit où l'État instruit maintenant l'affaire en justice. D'une certaine façon... la presse, vous savez vous-même que sans mauvais jeu de mots, le talon d'Achille de notre presse, c'est l'investigation. J'ai souvent entendu des confrères dire oui, nos cas venus nous dire, mais votre boulot, c'est d'aller faire des investigations, c'est pas d'attendre que les types viennent vous dire ce qu'ils veulent. Oui. Mais souvent, on attend, on croise les bras pour que les gars viennent nous dire, bon, mais non. Oui, mais dans un contexte où l'audit, où les résultats des audits sont déjà là, faut-il se peiner ou mettre les journalistes au travail. Le travail du journaliste, c'est de se peiner, Vigile, pour aller chercher l'information. Mais l'information que vous attendez, que vous recevez, est forcément une information manipulée. Parce que l'information n'est jamais totalement neutre, elle arrange toujours quelqu'un. Voilà. Mieux, je dirais, même quand le résultat de l'audit est là, c'est ce qu'on veut que vous voyez, qu'on vous laisserait voir. Donc aux journalistes d'investiguer, de fouiller. Il faut laisser la parole à Ousmane Alidji. Est-ce que cette matière qu'on a là dans son état actuel, on ne devrait pas mettre ça à la place devant c'est ce que j'allais dire. Le gouvernement dans son ensemble, le chef de l'État a une responsabilité vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire au peuple, parce qu'on connaît par ailleurs la pratique politique ou politicienne au Bénin, les résultats de ces audits, on les utilise pour faire chanter les adversaires politiques, pour faire chanter ceux qui ne veulent pas adhérer. Si tu ne te couches pas, allez, on te livre à la justice. Comme dirait l'autre, comme on l'a observé pendant 10 ans. Voilà, donc ça c'est la pratique politique, politicienne au Bénin ici. Donc pour ne pas continuer avec les mêmes mauvaises pratiques, il faut en inventer de nouvelles. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils ne vont pas livrer de façon sélective à la justice
des dossiers de certains audits dont les gens ne viendraient pas à eux. Donc on est dans les mêmes suspicions, les mêmes soupçons. Donc, mais en même temps, un gouvernement qui se propose de faire des réformes, vous pensez que c'est productif pour lui et de commencer par livrer des gens à gauche et à droite, en même temps qu'il sollicite leur appui pour faire aboutir ces réformes? Mais très bien, excellente question, justement. Donc la politicienne prend le pas sur la gestion du pays. C'est-à-dire que normalement, une fois qu'on a informé l'opinion, qu'on est en train d'auditer les entreprises d'État et les machins, les résultats de ces audits devraient être rendus publics. Maintenant, à chacun d'opiner, de venir se défendre, à la justice après de se prononcer. Là, tout le monde sait, on vous avait accusé de quelque chose, la justice vous a mais ce faisant, est-ce qu'on ne salirait pas comme ça des gens qui peut-être n'ont rien à voir dans une affaire? On a déjà vu ici des gens dont les noms étaient cités dans les affaires, mais qui finalement n'en étaient pour rien. Et vous voyez le ministre français, j'oublie tout à coup le nom, qui était le ministre du Trésor, etc., de la France. Il a démissionné pour aller répondre des accusations que la presse a révélées sur lui. La justice l'a blanchi. Là, il est revenu dans la classe politique. C'est ça, normalement, qui devrait se faire. Quand vous allez pour une mission publique, vous devez vous attendre un jour à en rendre compte ou à en répondre. Maintenant, si vous le faites bien, on voit les gens qu'on décore à la télé. Moi, quand je vois les gens recevoir des décorations, je me dis, ils ont du mérite. Mais voilà, quand vous avez fauté, souffrez qu'on exhibe cela sur la place publique et que la justice vous traite. Maintenant, si le gouvernement, et c'est là où je le dis, c'est dommage pour eux, en fait, ils travaillent contre eux-mêmes. À vouloir garder ces choses-là sur eux, ils vont avoir toute l'opinion contre eux-mêmes et les suspicions ou les soupçons vont s'amplifier, vont les desservir. Je vais t'interroger, quelle est la vertu, quelles sont les vertus à ne pas publier ces audits? Non, la seule, c'était par rapport à la présomption d'innocence. Sinon, il faut absolument craindre le chantage, la manipulation politicienne. L'inspection des finances, enfin, il y a divers corps de contrôle dans l'administration, font des audits, enfin, on appellerait font des contrôles, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus vers la forme des audits. Et en fait, la question que les audits devraient au moins nous poser, c'est celle de savoir dans quelles conditions on recourt à des cabinets, combien y en a-t-il eu, et ainsi de suite. Au moins, ce point, le gouvernement devrait nous le faire. Et ensuite, c'est à la société civile, aux médias, ainsi de suite, de faire le suivi, de voir si effectivement le relais est pris par la justice, de mettre la pression qu'il faut, le cas échéant, sur le gouvernement, et pour qu'il ne garde pas sous le coude et les résultats des audits. Un auditeur également peut se tromper, et donc le contradictoire doit pouvoir jouer à toutes les étapes, tant au niveau administratif qu'au niveau judiciaire. Oh, mais c'est tout de même bizarre. Vous en étiez à réclamer les audits ici au temps de Boniaï pendant 10 ans. Vous l'avez pas obtenu, pourquoi? J'ai réclamé. Non, je réclame toujours les audits. Ils sont nécessaires, c'est un outil vous avez réclamé la publication de ces résultats? Non, mais la publication, si c'est suivi, si c'est enclenché par la justice, publier pour publier ne nous avance absolument à rien. Mais c'est pourtant ce que vous avez réclamé pendant 10 ans. Mais si j'ai réclamé, non, j'ai pas réclamé qu'on n'aille pas en justice. Moi, ma conception fondamentale est que la lutte contre la corruption ne saurait se faire en dehors de la justice. Je n'ai pas confiance en la lutte contre la corruption quand elle est menée par un gouvernement, quel qu'il soit. Donc, si la justice n'est pas là-dedans, et moi, j'y trouve pas mon compte. C'est ça ma position fondamentale. Alors, donc, c'est clair. Et c'est le lieu de dire qu'il faut revitaliser la lutte contre la corruption et en donnant à la Cour, en érigeant la Cour des comptes que nous attendons, en ayant des magistrats financiers, des gens qui sont outillés pour connaître de ces dossiers. C'est une faiblesse malheureusement de la magistrature actuelle. Et l'administration même n'est pas suffisamment outillée pour les audits dont nous parlons. On est souvent obligé de recourir aux à privés, des cabinets privés, oui. Tout à fait. On est encore loin tout du ce que là comporte comme dépenses publiques. Alors, sur le même terrain des affaires, le ministre des Transports puis Social Watch ont évoqué cette semaine sous 2 angles différents, évidemment. L'affaire Morpho 10 qui défraie la chronique. Un commentaire, Ousmane Ali? Oui, je suis choqué. Choqué pourquoi? Par cette affaire. D'accord. Je suis choqué
à la fois que cela soit possible sous la rupture et que le ministre vienne à nous livrer ce qu'il nous a livré là comme version. Qu'est-ce que reprochez-vous à la version du ministre? Qu'il essaye de faire passer l'entreprise soi-disant ivoirienne pour une entreprise béninoise en sachant très bien que c'est les mêmes propriétaires qu'on déplace de Abidjan à Cotonou. Si je m'en remets aux preuves diffusées sur les réseaux sociaux, je trouve ça choquant. Et je pense que le chef de l'État doit commencer à sévir mais sérieusement. Moi, je le pensais plus radical et plus rigide que ça dans la méthode, dans la façon de fonctionner quand il s'agit de l'impudeur. Mais là, j'ai le sentiment qu'il commence par s'en accommoder et c'est pas bien. Vous pensez qu'il développe une sorte de perméabilité De perméabilité, de laisser aller ou de laisser faire. Je pense qu'il doit rester l'homme qu'il était avant de devenir chef de l'État. Il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse intransigeance et radicalement. Très bien. Mafodis, Joël Attal. Il y a des formes qui ne sont pas acceptables, qui sont choquantes. Et donc la forme est aussi importante que le fond. Et donc rien que sur la forme, le gouvernement a un devoir de cohérence d'abord. Et on n'a pas eu ce sentiment entre le compte-rendu que le ministre d'État a fait du Conseil des ministres et ce que le ministre des Transports est venu expliquer à la télévision au sujet de cela. Certains estiment que la sortie même du ministre des Transports était une sortie malheureuse, inopportune et parfaitement inutile. Est-ce que vous... Moi, j'y comprends plus rien, si c'est comme ça. Quel est cet enchaînement des faits, hein? Et je ne vois pas ce qui presse non plus. Et si ce qu'on a avancé pour justifier l'arrivée de Morphodis ou bien le renvoi de la société qui est à l'aéroport, si ce qui est avancé a du sens, est fondé, la méthode pour corriger cela également est critiquable, pose problème. Et donc le gouvernement nous doit davantage de rigueur, en tout cas dans la conduite de telles procédures, de telles décisions. Et les Béninois ont soif de rigueur, vous deux d'ailleurs aussi, Vigile. Oui, justement. Vous avez soif de rigueur, vous aussi. Bien entendu. Et je me retourne vers Ousmane Alidi, vous qui parliez de pudeur, qui réclamez de pudeur. Il y a des choses qui crèvent l'œil dont personne ne parle pratiquement dans la République pour répéter l'autre. Il y a que... on a vu des documents circuler sur les réseaux sociaux que presque systématiquement les entreprises dont le chef de l'État était donc le patron, il a systématiquement cédé ces entreprises à un homme, Olivier Bokor pour le nommer. Mais aujourd'hui, Olivier Bokor est systématiquement de tous les voyages du chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion de rôle, il n'y a pas de délit ici? Est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pudeur? Vous savez, le chef de l'État, il a beau dire se départir de ses biens ou de ses entreprises au profit de ses enfants et de ses très proches collaborateurs, moi je ne l'ai jamais cru. Il ne faut pas le croire, on n'est pas si naïf que ça. Et je ne... Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas cru? Parce que, me semble-t-il, personne ne peut le faire. Il a les affaires dans le sang, voulez-vous dire? Moi, quand tu as fait ça pendant toute ta vie, tu ne peux pas du jour au lendemain t'en départir et dire, bon, allez-y, occupez-vous de ça, moi je m'occupe du pays sans avoir un œil là-dessus. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette, qui dit un matin, bon ben j'arrête. Voilà, j'arrête et puis... Ça ne se fait pas ça. Non, il fallait pas le croire. Enfin, moi je ne l'ai pas cru. Je sais qu'il a un œil, même s'il n'est plus lui-même signataire directement, peut-être, de ses chèques et de ses affaires. Je suis certain qu'il garde un œil, mais très attentif sur chaque affaire qu'il avait en place avant de prendre le pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le pays n'en pâtisse pas, qu'on ne prenne pas ce qui relève de l'intérêt général, l'intérêt commun pour soi. Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Est-ce qu'on peut ne pas tout au moins avoir des soupçons lorsqu'on sait que le chef de l'État est allé au Rwanda il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, et qu'au finish on apprend ces derniers jours que lui ou tout au moins une de ses proches, pour parler ainsi, a racheté une banque là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion déjà? Vous savez, c'est ce que je disais. C'est si l'intérêt public, l'intérêt commun, l'intérêt général est préservé,
moi je pense qu'il peut s'offrir ces facilités-là d'une certaine façon. Je ne le défends pas. Il les avait avec le régime Boni Yayi. Il les a toujours eu d'une certaine façon. Maintenant, il est là lui-même. Ce n'est pas parce que je suis président, je vais me couper les pieds. Qui peut faire ça? Il faut être réaliste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème légal, il n'y a pas un problème de morale? Non, la morale, c'est ce qui relève de la faute. Il a pris une entreprise d'État pour lui et lui seul. Là, mais qui va être d'accord avec ça? On descend dans la rue. Là, il y a un problème. La faute est détestable et condamnable. Mais quand, d'une certaine façon, on peut lui dire, moi je refuse les conflits d'attribution, conflits d'intérêt et tout cela. Juge parti, non. Mais si il dit, Monsieur Olivier Bokor, pour le nommer, il est patron de telle entreprise, il postule à un marché où vous êtes 8 là-dedans. Mais sans qu'il ait eu son mot à dire, tout le monde connaît qui est Olivier Bokor dans le pays. Donc même les gars du marché public, là, notre système de marché public, quand ils vont voir un dossier signé Olivier Bokor, vous croyez qu'ils vont traiter ça comme si c'était mon nom sur le dossier? Donc, sans qu'il ait besoin de parler, il a des facilités naturellement parce que ce poste lui confère ces facilités-là. Maintenant, s'il rentre dans la faute, alors là, on peut l'accuser là-dessus. Très bien, Ange Yankadia qui assure la réalisation technique de cette Edgar. Il ne s'appellera jamais Ange. Edgar Yankadia, excusez-moi, qui assure les manipulations techniques pour la réalisation de cette émission. Nous rappelle que nous devons mettre un terme à notre conversation. Ousmane Aligui et Joël Ategedegbe étaient nos invités pour le compte de ce numéro 150 du Grand Rendez-vous. Merci messieurs, merci d'être venus en direct éclairer l'actualité de vos opinions. Vigile Aroncet, Wilfried Adoun. Nous vous prions de continuer à nous rester fidèles et de prendre le rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec de nouveaux invités, si Dieu le veut. Wilfried Adoun, Virgile Aroncet.